Notre ami Philippe de Dieuleveux a disparu au Zaïre avec 6 autres personnes. L'équipe avait une liaison radio quotidienne avec la France, mais elle n'a donné aucune nouvelle depuis 48 heures. C'est une terrible et effroyable affaire de disparition très inquiétante, sans doute suivie d'un meurtre, qui est évoqué ici. En effet, effroyable et terrible sont les deux adjectifs qui s'appliquent bien à ce drame terriblement injuste, au vu de ses conséquences humaines. Ce journaliste reporter photographe va être victime de son goût immodéré de l'aventure et de l'extrême. Si tous les pays du monde l'attirent, c'est l'Afrique qui gagne son cœur, à l'instar de ses deux amis, Thierry Sabine et Daniel Balavoine. L'ironie du sort voudra que ces deux-là trouvent également la mort ensemble, à peine un an après la disparition de Philippe Dieuleveux, dans ces sables africains et ces pays trop mal connus, qu'il chérissait tant et qui les avaient littéralement envoûtés. Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une disparition très mystérieuse. La disparition de Philippe de Dieuleveux. Pour cette affaire, il faut rester prudent. Je vais vous exposer les faits. Mais attention, on n'a pas la vérité. Tout est supposition. Philippe de Dieuleveux est né le 4 juillet 1951 à Versailles, dans le département des Yvelines. De souche bretonne, il est le benjamin d'une fratrie de 7 garçons. En 1977, alors qu'il a 26 ans, il épouse Diane de Torca de la Coulerie, qui n'est autre qu'une descendante du célèbre corsaire breton, Robert Surcouf, avec laquelle il aura 3 enfants. 2 garçons prénommés Erwan et Tulk Duhal et une fille prénommée Anaïde, qui naîtra le 14 août 1985, quelques jours seulement après sa disparition. Quand on disait de lui, gentiment moqueur, qu'il avait l'aventure collée à la peau, on se trompait peu en fait. Très rapidement, en 1975, il entre à la télévision pour devenir cadreur, puis pigiste à Antenne 2, la grande chaîne du service public. Il sent qu'il a trouvé là sa voie, mais il veut aller plus loin. Et l'audace, mêlée à un brin d'opportunisme, va lui sourire. En mars 1978, il se classe à une très grande, honorable 3e place à l'émission des télévisions francophones, La course autour du monde, qui permet aux candidats, en échange d'un reportage par semaine diffusé sur les télévisions francophones organisatrices, de partir à la découverte du monde pendant 4 mois. Caméra Super 8 au point. C'est ça qu'il lui fallait pour donner la pleine mesure de son talent. Ainsi, en 1979, devenu journaliste et reporter, photographe hors pair aussi, il a, très jeune déjà, seul ou accompagné d'autres baroudeurs tout aussi branchés que lui, sillonné le monde, en quête d'aventures, de sensationnels, d'insolites.
Il animera longtemps, les dimanches soirs de mars 1981 à décembre 1984, une émission hebdomadaire de télévision. Émission de jeu axée sur l'aventure, appelée La chasse au trésor, qui a fait le bonheur de générations de Français. Il y incarnait notamment le rôle du journaliste aventurier prêt à tous les exploits sportifs, aux quatre coins du monde, chaque semaine dans un pays différent. Ce qui marquera les téléspectateurs, ce sera avant tout sa sympathie, son humour et ses prises de risques permanentes, comme une chute depuis un hélicoptère, une longue et difficile plongée sous-marine, saut en parachute en direct et en conditions extrêmes. De façon un peu plus anecdotique, signalons qu'il a également enregistré en 1984 un disque Los Angeles 84 à l'occasion des Jeux Olympiques de Los Angeles. Puis, il publie son autobiographie joliment baptisée « J'ai du ciel bleu dans mon passeport », qui, en l'espace de 5 semaines, deviendra un best-seller en librairie avec plus de 300 000 exemplaires vendus. L'homme sympathique, simple, agréable, plaît. Passionné à l'extrême par l'Afrique, il se laisse tenter et va y retourner sans cesse. Il envisage également une première participation au mythique rallye automobile, Paris-Dakar, qui à l'époque sillonne encore tout le continent africain, durant l'hiver 1985-1986, en tant que journaliste chroniqueur des étapes. Il s'y prépare déjà avec passion, car cela mêle étroitement journalisme, reportage, photographie et aventure extrême. En fait, tout ce qu'il aime. Mais nous verrons hélas que l'histoire, cruelle et impitoyable, l'en empêchera. Dernier, et non pas le moindre de ces défis à relever, Philippe de Dieulevelt entreprend en 1985, avec une dizaine de compagnons, la descente sportive en rafting du fleuve Zaïre, deuxième fleuve du monde par son débit énorme, juste après l'Amazone, avec près de 50 000 mètres cubes par seconde. C'est tout simplement dantesque. L'aventure est certes tentante, car cela n'avait, de mémoire d'explorateur, jamais été réalisé de bout en bout, mais dangereux et partout semé d'embûches. Philippe de Dieulevelt sera officiellement porté disparu, présumé décédé, probablement par effet de noyade, le mardi 6 août 1985, tout près des rapides et des chutes d'Inga sur le fleuve Zaïre. Fleuve indompté, rebelle et particulièrement sauvage à cet endroit. Il a eu tout juste 34 ans, un mois auparavant, et son épouse est enceinte de 8 mois. Mais rapidement, certains de ses proches remettront en cause cette version trop polisée des faits, telle du moins qu'elle est rapportée par les autorités du pays. Et l'empressement du communiqué, ajouté à la situation chaotique du pays, le non-respect flagrant de certaines procédures de sécurité par les autorités elles-mêmes, ne fera qu'ajouter à ces incertitudes croissantes et ces doutes qui deviendront assez vite des certitudes. Nous apprendrons enfin, lors d'une émission de télévision diffusée par France 2 le 21 septembre 1994, soit 9 ans après sa tragique disparition, que le fleuve Zaïre, que Philippe de Dieulevelt, parallèlement à ses activités dans les médias, appartenait également à la Direction générale de la sécurité extérieure, la célèbre DGSE, autrement dit les services de renseignement extérieur français. De quoi raviver encore un peu, pour certains du moins, les doutes sur sa possible et supposée noyade, hypothèse à laquelle il ne croit plus du tout. Une fois que leur projet, longuement mûri et baptisé Africa Raft, projet tout de même un peu insensé, et enfin calé, le groupe d'explorateurs dirigé par Philippe de Dieulevelt se met en quête des multiples autorisations administratives nécessaires.
De consulat en ambassade, les membres arrivent, tant bien que mal, à réunir toutes les pièces et autorisations exigées en cascade, dans une jungle de bureaux, de formulaires, de photocopies exigées. Ce n'est une surprise pour personne de découvrir qu'en 1985, les administrations africaines sont toujours excessives, chicanières, plus que tatillonnes, compliquées à l'excès et à l'envie. C'est un véritable parcours du combattant pour qui veut se lancer en expédition devant lequel nombre d'explorateurs auraient finalement jeté l'éponge. Mais pas lui, pas Philippe. Il s'en fait un devoir d'aboutir. À un tel point même que la devise historique suivante, il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait, pourrait parfaitement s'appliquer à lui dans le montage de l'expédition. Et comme compagnons de voyage, ils sont 8 en tout, 8 baroudeurs à accompagner Philippe dans cette expédition sportive hors norme. André Hérold, cet ancien mercenaire d'une 50aine d'années, qui avait eu l'idée de départ. Richard Janel, photographe à Paris Match. Angelo Angelini. Neston Bastos. Guy Colette, un entrepreneur belge passionné d'Afrique. Lucien Blockmann. François Lorenzo, médecin, et Jean-Louis Amblard. Notons ici, et c'est important, que seuls François Lorenzo et Jean-Louis Amblard auront la vie sauve, car ils vont décider, à l'inverse de tous leurs camarades, de ne pas s'aventurer plus loin et de rester finalement au bivouac, installés sur l'île aux hippopotames, un peu en amont, ce sinistre mardi 6 juin 1985. Ils jugeaient les chutes d'Inga sur le fleuve Zaïre d'une extrême dangerosité, réputé infranchissable depuis toujours, barrant le cours plus que tumultueux du grand fleuve africain. Précisons enfin que Gérard d'Aboville, grand aventurier, un temps intéressé, ne rejoindra finalement jamais l'équipe et que Thierry Sadouin, le producteur de l'expédition, qui avait entre-temps rejoint Paris pour d'impérieuses raisons personnelles, ne sera pas non plus à bord de l'un des 2 cataractes ce jour-là, le Françoise et le Godeliève. Le départ de l'expédition, à bord de 2 gros Zodiac Raft, spécialement équipés, bien chargés et dont le chargement a été bien arrimé et plusieurs fois vérifié, doit se faire depuis les rives, encore paisibles, du lac Tanganyika, tout à l'est du pays. Là où tout commence, on est à la source. Ce lac est l'un des très grands lacs d'Afrique, 2e de par la surface totale développée, juste après le lac Victoria, et le plus long lac d'eau douce au monde, avec ses 32 900 km² de surface, soit la taille de la Belgique, et ses quelques 670 km mesurés d'un bout à l'autre. C'est un lac profond, puisqu'il peut atteindre par endroits plus de 1400 mètres de fond mesuré, et atteint souvent plus de 500 mètres. Ces eaux rejoignent le bassin du Congo via les fleuves Zaïre, rebaptisés Congo et Lukunga, qui l'amènent en fait depuis le lac Tanganyika, puis l'océan Atlantique, où il se jette à Moanda. Il traverse les territoires des actuels Burundi, République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre, Tanzanie et Zambie. Quant au fleuve Zaïre lui-même, aujourd'hui rebaptisé fleuve Congo, c'est un grand fleuve d'Afrique centrale. Comme nous l'avions dit, prenant sa source sur les hauts plateaux situés à la limite de l'Afrique australe. Il sert toujours encore de frontière naturelle entre la République démocratique du Congo, la République du Congo et l'Angola. Son débit moyen permanent de 50 000 m3, mais pouvant atteindre 80 m3 en cas de crue, la classe juste derrière l'Amazone, en ce qui concerne les fleuves dangereux. Bien que les chutes Livingstone empêchent l'accès depuis la mer, le fleuve Congo est navigable par section,
en particulier celle située entre Kisangani, sur le cours est du fleuve, et Kinshasa, la capitale située bien plus en amont, soit plus près de 2495 km tout de même. Précisons que plusieurs immenses barrages hydroélectriques nécessaires à l'économie du pays barrent son cours, dont le tristement célèbre barrage d'Inga, théâtre du drame. Parti fin près de Paris le 13 juin 1985. En avion, les membres de l'expédition Africa Raft sont pourtant contraints de retarder de plusieurs semaines leur départ sur place. L'expédition qui, à l'origine, devait partir de Tanzanie va en fait se rabattre sur un départ de Burundi voisin. En effet, en Tanzanie, la situation politique et militaire très compliquée interdit tout transit. Toute autorisation leur est refusée. Malgré ces imprévus de dernière minute, le parcours va quand même s'étaler sur 2700 km, ce qui n'est pas rien. Philippe II Dieulevelt peut même faire un aller-retour express à Paris pour voir son épouse Diane, qui doit accoucher prochainement. Mais l'accouchement est tardif et il revient en Afrique, à Kinshasa. On ignore comment des tensions sont nées petit à petit dans le groupe, qui paraissait pourtant soudé. Mais l'ambiance n'y est pas, et les attentes interminables doublées de tracasseries administratives incessantes n'arrangent rien. On est le 4 juillet 1985, et tout le monde est enfin arrivé sur place, avec armes et bagages, là sur les berges septentrionales du lac Tanganyika. On s'apprête à partir dans les jours à venir, pour ce qui semble être la partie la plus facile et la moins risquée de l'expédition. En effet, le fleuve Lukunga, émissaire du lac, qui rejoint à l'est le fleuve Lualaba, est encore plus haut en amont. Le grand fleuve Zaïre est encore assez calme et dompté ici. Pour preuve, son débit n'est que de 271 mètres cubes. Aucune difficulté donc sur cette partie du parcours qui est comme une mise en jambe pour l'expédition. Après, plus haut sur le cours du fleuve, ce sera sans nul doute autre chose. Alors les jours passent tranquillement. L'expédition franchit la confluence des fleuves Lukunga et Lualaba et suit le cours de l'eau, pour arriver vers le grand fleuve Zaïre, à hauteur de Kisangani, la seconde ville du Zaïre. Ça y est, à partir de là, on navigue sur le fleuve Congo. Son débit est d'ailleurs tout de suite plus important et son cours est aussi plus tumultueux. Un enfer d'eau, disent bien à propos les habitués du fleuve. Finalement, ils seront 9 à partir le vendredi 2 août 1985 au matin, à bord des 2 cataraftes de 8 mètres de long sur 3 mètres de large, bardés d'une grosse structure métallique, prêts à s'élancer dans la partie la plus ardue du voyage. Pour le voyage, les 2 tonnes de matériel rangées en sacs étanches sont équitablement partagées entre les embarcations. Et tout est bien sanglé. Si le week-end se passe sans problème, les difficultés vont venir crescendo au fil des jours. Nous arrivons aussi dans un haut lieu stratégique, parfois convoité de chacun des voisins du fleuve, à proximité du barrage d'Inga, le plus grand barrage construit en Afrique, à la frontière entre le Zaïre, devenu aujourd'hui la République démocratique du Congo, et l'Angola, sous très haute surveillance. La région est extrêmement montagneuse. Il y a beaucoup de barrages, beaucoup de rapides et beaucoup de chutes qui se succèdent. C'est un coin très délicat. De surcroît, c'est une région très difficile d'accès, sans vraie route ou chemin carrossable. Ici, on surveille, on s'espionne, on voit un peu vite des attentats et des intrusions partout. On bataillerait facilement, car tout le monde a le sang chaud par nature et le doigt toujours sur la détente de son arme. Et des armes par ici, il y en a, plus même qu'il n'en faut. De surcroît, militaires de toute faction et agents du renseignement de toute obédience y pullulent.
Au départ de Kinshasa, la capitale encore pleine de vie et d'animation, l'équipe a dû laisser derrière elle un gros poste radio de forte puissance, mais bien trop fragile et beaucoup trop volumineux, qui lui permettrait d'être en relation tous les jours avec les gens restés à Paris. C'était une règle d'or dans l'équipe. Tous les jours à 20h, il y avait une vacation radio. Désormais, le seul cordon ombilical dont dispose l'équipe, ce sont 2 petits postes, certes moins puissants, mais plus pratiques à emporter. Mais le mardi 6 août 1985, à 20h précises, à la vacation radio quotidienne, celle qui doit donner des nouvelles de l'avancée de l'expédition, c'est le silence radio. L'expédition ne répond pas à son indicatif radio malgré d'innombrables rappels. À un moment donné, sans montrer trop d'inquiétude, il faut se rendre à l'évidence. Il n'y aura pas de vacation radio ce soir. Les heures défilent lentement, sans apporter d'amélioration. Il se fait tard déjà. La liaison peut tout bonnement être défaillante à cause de la météorologie. Cela arrive de temps en temps. Les postes ont pu tomber à l'eau, cela serait de la malchance. Les batteries ont pu être attaquées par l'eau du fleuve. Bref, on imagine tout en se promettant de réessayer dès le lendemain à la première heure. À Paris, on se sépare en pleine nuit avec quand même une once d'inquiétude. Ce qu'on sait avec certitude à Paris, en ayant fait le point chaque soir sur la carte, c'est que c'est mardi précisément qu'ils allaient aborder la section, très difficile des chutes d'Inga, tout près du barrage d'Inga. En revanche, ce qu'on ne sait pas encore, c'est que 2 membres de l'expédition, François Lorenzo et Jean-Louis Amblard, n'ont pas embarqué ce mardi 6 août au matin, vers 6h30, et sont restés au campement de l'île aux Hippopotames, un peu plus en aval. Les informations vont en fait se croiser. Ils resteront les 2 uniques rescapés de l'expédition, Africa Raft. En effet, François Lorenzo et Jean-Louis Amblard ne savent pas non plus ce qui se passe en aval, avec les 2 embarcations. Comme prévu au départ de cette journée, ils se mettent en route, partent à pied, se dirigeant sur la berge vers le barrage qu'ils aperçoivent au loin. 7 heures après le départ des 2 rafts, les 2 hommes parviennent enfin, toujours à pied, au barrage d'Inga, où ils se retrouvent tout à coup face à des gendarmes zaïrois en alerte maximale. Personne ne les attend, ni n'attend l'expédition. D'ailleurs, leur rétorque-t-on, quelle expédition fluviale? Il y a là de quoi inquiéter vraiment nos 2 Français. D'autant qu'ils ont été interpellés rudement, considérés comme suspects, pas écoutés du tout, fouillés et largement dépouillés. Malgré tout, ce même homme, le commandant Kainobo, comme pour affirmer son plein pouvoir sur la sécurité du barrage, a envoyé plusieurs patrouilles en amont, car il craignait avant tout une attaque de mercenaires avec des explosifs. Ils apprendront bien plus tard que le téléx envoyé depuis Kinshasa, la capitale, et annonçant l'expédition Africa Raft, expédition purement sportive et aventurière, dont aucune inflexion politique ou guerrière, est bien arrivé jusqu'ici, mais que, pour d'obscures raisons liées au sempiternel secret d'État, au complot toujours craint ou à la paranoïa, toujours très vive ici, au pouvoir d'un seul homme, il est resté sagement sous le coude du dit responsable de la gendarmerie zaïroise en charge de la sécurité du barrage. Quelques jours plus tard, François et Jean-Louis, les amis de Philippe, signalent la disparition de tous leurs coéquipiers aux autorités officielles zaïroises. Mais ils doutent un peu que leur déclaration soit vraiment prise au sérieux. L'ambassade de France à Kinshasa est également informée. Et pendant plusieurs semaines, la France se tourne inlassablement vers le Zaïre, dirigé à cette période par le maréchal et dictateur Mobutu, singulier personnage en demeurant, omnipuissant, dictateur dans l'âme, pour accompagner les recherches liées à l'expédition. Assez vite, en effet, les investigations officielles concluent à une noyade accidentelle de tout l'équipage.
Comme pour confirmer cette thèse malheureuse, le corps de Guy Colette est découvert, non loin du barrage. Un témoignage troublant de la part d'un témoin européen sur la berge, disant qu'il a vu des hommes européens avec les bateaux et le matériel sur le fleuve, le lendemain matin vers 11 heures. Témoignage à prendre avec prudence, mais à vérifier en tout cas. Dès le samedi 10 et le dimanche 11 août 1985, les journaux télévisés français annoncent la nouvelle qui, hélas, fait sensation. Philippe II, Dieu le veuille, était connu et aimé des téléspectateurs. L'émotion est très forte. Les militaires français de la mission militaire de coopération française au Zaïre sont mis à contribution. Ils connaissent bien les lieux. Ils ont des moyens terrestres, fluviaux et aériens. Et ils se font fort de retrouver leurs compatriotes. Et eux aussi, à mots couverts, commencent à avoir des doutes. Mais, malgré les recherches, on ne retrouve aucun autre corps, aucun effet personnel, pas de traces des 2 embarcations, pas de matériel. Rappelons simplement qu'il y en avait 2 tonnes à bord des 2 embarcations, ce qui est loin d'être insignifiant. Même en ayant chaviré dans les terribles chutes d'Inga, du matériel et des effets personnels auraient dû dériver ou s'échouer ici et là, devant le barrage. Mais non, rien. Même si du matériel avait pu franchir les passes aménagées du barrage, plus en aval, dans les deltas du fleuve, on aurait obligatoirement dû retrouver quelque chose. Le correspondant de l'agence France Presse, l'AFP, qui a communiqué l'information à sa rédaction et a relaté dans les colonnes du journal Le Monde le 16 août 1986, y ajoutant les conditions de la disparition de l'expédition dirigée par Philippe II, Dieu le veuille, et de son équipe, dans les rapides d'Inga, sur le fleuve Zaïre, est très vite déclaré persona non grata par les autorités zaïroises et expulsé du pays. C'est dire qu'il y a anguille sous roche. Les berges peu peuplées, l'aval du fleuve, s'élargissant, ne plaident guère pour la théorie du pillage organisé, un temps mis en avant par les autorités locales. Par expérience, on sait que les pillards ne prennent que ce qui les intéresse et ne se chargent pas de babioles ou de choses futiles, sans compter la logistique nécessaire à cela. Alors, depuis Paris, Jean, le frère aîné de Philippe, et la mère des garçons ne cesseront de se battre et de batailler pour aller au-delà des vérités assénées, trop souvent d'ailleurs contredites par leur incohérence notoire, vérité qu'on semble vouloir leur faire admettre à tout prix. Ils veulent des explications concrètes et étayées et comprendre ce qui s'est réellement passé ce mardi 6 août 1985, sans doute en début de journée de navigation fluviale. Des fuites ont eu lieu. Des témoignages ont été recueillis, faisant état d'arraisonnement des embarcations, d'arrestations, de bagarres, de tirs nourris d'armes automatiques. Certains de ces témoignages paraissent crédibles, illustrant parfaitement la gabegie et la décadence du régime de l'époque et les complexes et sombres relations franco-africaines en général et franco-zaïroises en particulier. C'était, dirions-nous aujourd'hui, comme pour nous dédouaner un autre temps et d'autres pratiques avaient cours. C'est notamment le cas, en 1994, devant la télévision française, d'un ancien officier zaïrois, Okito Ben, qui affirme notamment que Philippe II, Dieu le veuille, ne serait finalement pas mort dans un accident sur le fleuve Zaïre. L'expédition n'ayant même pas atteint les chutes d'Inga, mais aurait été exécutée par les services secrets zaïrois qui l'avaient interceptée, connaissant ou soupçonnant à tout le moins son double jeu. Il affirme, ayant été témoin visuel des faits, que les autorités zaïroises étaient intimement persuadées que l'expédition Africa Raft était en fait armée par un commando qui venait attaquer le barrage d'Inga
et le détruire. À la suite de la parution du livre Choc d'Okito Ben, Jean de Dieulevelt, le frère de Philippe de Dieulevelt, porte plainte contre X pour assassinat, avec constitution de partie civile de la famille. C'est la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne qui est chargée de l'enquête. Les enquêteurs parisiens entendent les anciens coopérants militaires sur place au moment des faits. Les témoignages recueillis ne corroborent pas l'hypothèse d'un assassinat. De plus, le seul corps retrouvé de l'équipe, Guy Colette, est exhumé et n'affiche aucun impact de balle. La brigade criminelle conclut finalement que la thèse de l'assassinat ne tient pas et retiennent donc la thèse de l'accident comme la plus plausible. Mais, dans l'ensemble, les réponses obtenues resteront toujours évasives, rendues de plus en plus compliquées par une instabilité politique permanente, allant même crescendo au fil des années. Un peu plus tard, en 2020, Alexis de Dieulevelt, le neveu de Philippe, prenant la suite des recherches de son père Jean, décédé depuis, publie aux éditions Ballon un livre intitulé « Noyade d'État », un ouvrage exposant des détails mettant à mal la thèse de l'accident par noyade que défendent les gouvernements français et zaïrois, selon lui. Le 27 octobre 2022, paraît, toujours chez le même éditeur, une réédition de l'ouvrage, réédition sous-titrée « Je ne veux pas me taire », augmentée d'une bonne centaine de pages où l'auteur présente de nouveaux éléments. C'est en février 2023, fort de ses convictions, qu'Alexis de Dieulevelt demande la réouverture de l'enquête et porte à nouveau plainte contre X pour assassinat. Sans surprise, aujourd'hui près de 40 ans après le drame, le mystère plane toujours. Simple accident de navigation dû à des conditions dantesques peut-être sous-estimées? Bavure militaire de la part de gens pas ou peu encadrés? Ou histoire plus sombre d'espionnage? C'est la fin de cette terrible affaire. Je souhaite énormément de courage à toutes ces familles et j'espère qu'un jour la vérité sortira. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.